Aujourd'hui, 50% de l'Horeca bruxellois est en faillite. La situation, elle est longue, elle est grave. Si on dit oui, ça va nettoyer tout le monde, on tue une génération d'entrepreneurs. En fait, on veut juste qu'on nous indemnise à la hauteur du sacrifice que l'Horeca a fait. J'ai plus de connaissances de gens qui sont décédés parce qu'ils se sont suicidés, parce qu'ils ne s'en sortaient plus du tout, que de gens décédés du Covid. Notre secteur, comme d'autres, on a vraiment besoin d'aide. C'est un appel à l'aide, clairement. Donc là, on retourne en arrière en février 2020, où on sent un peu l'étau qui se resserre de plus en plus sur ce fameux virus dont on connaît encore absolument rien. On suit les news et les JT avec de plus en plus d'attention. Il commence à parler de fermeture du secteur. J'ai envie de dire que le 13 mars 2020, c'est une fatalité, en ce sens que le monde entier s'est arrêté. Personne n'avait jamais connu une situation pareille, avec un fléau pareil, avec une pandémie. J'y croyais pas vraiment, mais bon, je voyais ce qui se passait en Italie, donc clairement, on commençait à se dire « Oh, il y a de l'eau dans le gaz ». Je pensais vraiment que ça allait pas durer. Personne n'avait vraiment d'informations sur ce qui se passait, que ce soit au niveau sanitaire, mais aussi au niveau des restrictions qui allaient s'imposer par la suite. On nous a dit « Vous aurez des aides, vous aurez des tas de choses, on va aménager, etc. » On s'est dit « Finalement, si on nous demande un effort, j'imagine qu'on sera suivi. » Le premier confinement, c'est la claque, c'est l'incompréhension, personne ne sait où on va. Sans préavis, on a dû mettre à l'arrêt notre activité et donc mettre à l'arrêt nos travailleurs aussi. C'était inédit, donc encore une fois, on a dû agir un peu dans l'urgence, ne sachant pas exactement où on allait, combien de temps ça allait durer et ce qu'il fallait faire exactement. Il fallait que notre équipe, on donne un cap, qu'on soit rassurant, sauf que psychologiquement, c'était extrêmement difficile. On a juste dû, en 2 jours, essayer de vider un petit peu nos stocks, mais ce qu'on n'a pas réussi à faire, donc on a eu beaucoup de pertes. Et puis après, on a fermé pendant 3 mois. On ne réouvre pas avant, si je me souviens bien, le 10 juin. Donc c'est le premier confinement qui là, nous aura fait passer à côté de tout un printemps. Et puis on a lancé toute l'équipe dans un travail de repréparation avec d'abord les mesures sanitaires basiques des outils, c'est-à-dire du gel, des gants pour toute action, une réorganisation de la salle. On parle de plexiglas, on parle de distanciation entre les tables, on parle de masques au travail, on parle de désinfection, de registre de présence. Donc, les fournisseurs de plexiglas, par exemple, étaient tous en rupture de stock, parce qu'il n'y a pas que pour le secteur de l'Horeca qu'il en fallait, c'est pour tous les secteurs qu'il fallait ce genre de séparation. Même problème pour les masques, bon là, tout le monde l'a connu, puisque même le particulier devait les avoir. Voilà, ça nous imposait d'avoir beaucoup moins de tables à l'intérieur, on est quand même un établissement pas très grand, donc ça voulait dire aussi qu'on avait besoin de plus de personnel pour faire tourner une activité de manière moins importante, puisqu'on avait une capacité d'accueil qui était réduite, liée à la distanciation. On a fait un tableau à l'entrée où on expliquait quelles étaient les règles à l'intérieur. On mettait de quoi écrire sur chaque table pour qu'on puisse prendre les coordonnées de chaque client. Et on a commencé à travailler donc en juin, juillet, août, avec un très bel été, des terrasses parfois étendues. Ça, on a quand même réussi à obtenir
l'extension des terrasses. Donc on a une terrasse arrière et on avait la terrasse avant, donc c'est vrai c'est ce qui nous a aidé nous, parce qu'évidemment les mesures qu'on a dû prendre en salle, distancer les tables, etc., nous faisaient perdre un client sur 2. Ça nous a coûté 5 000 € de mettre en place cette terrasse, sans compter, je parle uniquement du matériel, qui était uniquement du matériel démontable en plus, puisque tout ça est fait quand même un petit peu dans l'urgence à chaque fois. C'était des conditions qui n'étaient pas du tout favorables et au final on était en perte. On était quand même ouvert, mais on était en déficit, quoi. On doit quand même travailler, on est obligé d'avoir un certain nombre d'employés parce qu'il y a quand même beaucoup d'entretien, il faut nettoyer chaque table après, ça demande du boulot. Le personnel devait travailler avec des masques, ce qui n'est pas facile. Bon, en salle, ça pouvait aller, en cuisine, parfois très très compliqué. Mais le secteur a joué le jeu. On a fait quand même une saison ici avec une canicule à 42 degrés. On était avec des masques dehors pour servir les clients. On a travaillé dans des conditions, mais c'était inhumain, il y avait quelque chose de très inhumain, mais tout le monde l'a fait, on l'a accepté, on a joué le jeu. Voilà, on s'est adapté, on a continué à jouer notre rôle, on s'est dit que notre rôle était aussi important dans le tissu social, puisqu'en fait, les gens traversant une situation inédite, le besoin de partager par rapport à ça et de se rencontrer de vive voix était quelque chose de très important. Tout le monde est en chômage économique, donc ça c'est couvert par l'État. Évidemment, ils touchent 70% de leur salaire. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a favorisé le travail des students, étant donné qu'ils ne recevaient pas d'aide du tout et que la plupart d'entre eux étaient dans une détresse financière terrible. On sait ce que ça représente, la fermeture de ce secteur-là. C'est évidemment les personnes qui y travaillent, c'est des employés, c'est des petits indépendants parfois, c'est nos jeunes, c'est des étudiants. Qui veulent payer leurs études et sans job étudiant, c'est vraiment pas du tout évident de s'en sortir. Donc on parle des contrats à durée indéterminée ou déterminée, mais il y a vraiment toute cette frange d'étudiants étrangers, d'étudiants belges qui sont sans rien. La raison pour laquelle les étudiants souvent vivent seuls, c'est parce qu'ils veulent prendre leur indépendance, s'émanciper, etc. Et maintenant qu'on ne peut plus compter sur notre travail pour pouvoir vivre notre vie, c'est frustrant. Moi l'argent, je le trouvais où? Je le trouvais dans l'Oreca, quoi. Tu peux faire ça à temps partiel, ça te laisse le temps de travailler à côté sur tes projets, donc c'est parfait en fait. De couper toute possibilité en fait à ça freine énormément, que ce soit au niveau psychologique ou juste dans la vie, ne plus savoir vraiment jusqu'où on peut se projeter. J'ai l'impression effectivement qu'il y a une sorte clairement d'abandon, en tout cas de la part de l'État pour nous, quoi. On est étudiants, donc forcément quand on est étudiant, c'est soit papa, soit maman qui nous aide, soit on travaille, et là quand on peut pas demander d'études à nos parents, là on est abandonné totalement, quoi. On fait comment en fait? On a dû gérer les réfractaires, donc les personnes qui déjà à l'époque trouvaient que le masque c'était une blague. On a dû demander aux personnes de donner leur nom, leur numéro de téléphone, leur adresse email. C'est quand même une intrusion qui n'est pas passée inaperçue et qui a été, pour la grande majorité, une intrusion de trop. Après concertation avec d'autres établissements, on s'est rendu compte que ça ne servait strictement à rien, puisque le gouvernement n'a jamais utilisé ces données. Et puis, paf, début octobre, au moment où on se dit, voilà, l'équipe est en place, tout le monde est bien à sa place, ça tourne, tout le monde s'est réhabitué à l'organisation avec les mesures sanitaires et l'accueil des gens, les gens sont confiants, ils viennent, ils nous soutiennent, c'est super. Boum. On referme tout, cette fois-ci sans de nouveau savoir quand est-ce qu'on allait réouvrir, mais on se disait que ça allait durer. Tout refermer, couper tous les compteurs et commencer vraiment à s'inquiéter, vu la récurrence du phénomène, s'inquiéter vraiment sur combien de temps ça allait durer et combien de fois par an ça allait revenir en fait. Le collectif existe d'un constat assez triste en fait. La fédération Oreca Bruxelles ne nous représente pas et porte des revendications qui ne correspondent en rien à la plupart des revendications des gens qui y travaillent pourtant. Et donc de ce constat naît ce collectif et qui arrive finalement à se faire le porte-voix de la majorité du secteur. Le 15 janvier, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons pris la décision de montrer à tout un chacun que le secteur est occupé de mourir, est occupé de crever. Et nous l'avions fait avec cette opération Commerce à remettre, des petites affiches sur lesquelles figurait le nom d'établissements qui sont occupés de perdre énormément d'argent. Ici, avec la crise du Covid, ce que le gouvernement belge a décidé de faire, et tout le monde était d'accord avec, c'est de créer ce qu'on appelle
droit passerelle. On a élargi très fortement les conditions pour qu'un maximum d'indépendants qui, à cause du Covid, ont dû fermer leur entreprise, ont dû arrêter leurs activités, puissent finalement quand même toucher quelque chose. Évidemment, la manière dont le gouvernement va communiquer dessus, c'est que c'est un secteur qui est soutenu, qui reçoit des primes, qui reçoit des droits passerelles, en oubliant bien évidemment de communiquer sur les notes en bas de page, les astérisques qui amènent notamment que ces droits passerelles vont être taxés, le fait que si les personnes en tant qu'indépendants vont être aidées, et encore aider, c'est un grand mot. On ne parle pas des travailleurs, on ne parle pas des établissements non plus. Le passerelle, c'est pour moi, c'est mon salaire, c'est pour payer mes factures personnelles, mon loyer, tout ça. À chaque fois que je reçois, je fais une petite avance pour le loyer. Sinon, il faut remettre les clés. On a toujours cette dette à rendre en fait, et c'est difficile de répondre aux gens. On est toujours sollicité. J'ai toujours, toutes les semaines presque, je reçois une facture. Et là, je me retrouve à utiliser tout le montant de mon droit passerelle pour rembourser en fait des crédits, quoi. Et à Bruxelles, c'est vrai, on a constaté qu'il y avait beaucoup moins de primes qui avaient été dégagées pour les secteurs en difficulté, et beaucoup plus tard aussi. Il y a un problème de répartition qui fait qu'en Flandre, ils ont bénéficié de 21 000 € en 2020. Il y a eu à peu près 15 à 16 000 € en Wallonie. Et à Bruxelles, on a bénéficié de 7 000 € sur l'année 2020. Alors que la Flandre et la Wallonie se partagent la grosse part du gâteau, on est dans le même pays, on paye les mêmes taxes, on paye les mêmes lois sociales, on paye les mêmes impôts. Et nous n'avons rien. Et ça, je peux même pas le concevoir en fait. Au moment du deuxième confinement, ça a été assez catastrophique, de plus qui dure plus longtemps que le premier. Parfois on a tendance à l'oublier, mais aujourd'hui nous sommes quasiment au double du temps que le premier confinement. On sent déjà que ça pèse sur la ville. Ça fait des mois qu'on est fermé, et on passe dans la rue, on voit tous ces endroits fermés ou qui font un pseudo takeaway dont tout le monde sait que dans l'immense majorité des cas, c'est impossible à rentabiliser. De temps en temps, il y a des clients qui m'appellent et voilà, je leur fais 1 ou 2 plats. Des fois, je peux faire 5 plats par semaine. Ouais. C'est rien, quoi. Les contraintes aujourd'hui de notre cuisine, on propose de la gastronomie aujourd'hui, de faire de l'emporter, c'est pas évident. Il faut dire que lors du premier confinement, il y a eu un engouement un petit peu de solidarité des clients, et beaucoup de personnes répondaient à l'appel. Et puis on a vu qu'au fur et à mesure des semaines, et je pense que beaucoup de restaurateurs l'ont vu, ça commençait un petit peu à s'estomper. Mais voilà, ça nous permet aujourd'hui de survivre, on va dire, de pouvoir payer les coûts fixes et de pouvoir maintenir finalement le contact avec notre communauté. Oui, on se réinvente, on recrée quelque chose. Il y en a, ils ont complètement changé de métier dans leur activité, ils font autre chose et ils disent mais moi j'ai pas signé pour ça. Et surtout j'ai pas signé. Le faire pour survivre, ok, mais survivre pendant 10 mois, 12 mois, 18 mois, c'est pas la même chose. On ne sait absolument pas vers où on va et on se demande combien de temps comme ça on va encore tenir. Nous, dans notre cas, la seule manière qui nous permet de survivre, c'est de travailler en famille. Mes employés sont au chômage et je travaille principalement avec ma fille Zoé, qui est en cuisine, moi en salle, ou le contraire, elle en cuisine, moi en salle, enfin en salle, entendons-nous. Le midi, c'est vraiment anecdotique, je sais pas, c'est même pas une dizaine de commandes qui sortent le midi. Parfois sur place, c'est même pas 100 € par jour dans la caisse au final. Donc cette routine, elle devient pesante. Pourquoi ? Parce que on passe notre temps à dire bonjour à un livreur, au revoir, merci, bonne route. Bonjour monsieur. Bonjour. J'ai mis le raison pour Uber, mais non, j'en sais pas. Paulina, c'est ça ? Merci. Bonne journée, au revoir. Donc c'est une situation assez dramatique et désastreuse. Je pense que ça va être une sorte de darwinisme gastronomique, c'est-à-dire qu'il va y avoir un écrémage terrible des adresses. Hein. Il y en a plein qui vont disparaître. Donc ceux qui seront les plus inventifs et les plus réactifs là-dessus vont survivre. Après, plein d'autres qui auront fait des gastronomies très alambiquées, très compliquées, vont peut-être disparaître. Et donc il va falloir vivre avec un nouveau paysage gastronomique, je pense. C'est ça qui attend les gens. Peut-être de revenir à des choses qui sont moins compliquées, plus faciles à exécuter, plus faciles à envoyer, mais de qualité toujours. Si vraiment on veut exploser le truc, oui, il faut vraiment sortir du lot, quoi. Et ça devient compliqué, c'est-à-dire commencer
à se repenser totalement, faire le meilleur, enfin c'est du gros job quoi. Ça va peut-être amener pas mal de gens à se poser dès la base les bonnes questions par rapport à ok, mon restaurant c'est des charges, voilà, est-ce que je peux me permettre réellement d'être à cet endroit-ci et de payer 4 000 € de loyer, voilà. C'est, avec tout ce qui se passe, c'est des questionnements qui vont prendre de plus en plus d'ampleur, je pense, quand on va réfléchir à la construction d'un nouveau resto, quoi. Pas que ça ne va pas être simplement parce qu'on ouvre le secteur que du jour au lendemain tout va aller mieux et que tous les problèmes vont s'estomper. Et donc je pense qu'il faut une réflexion stratégique à comment est-ce qu'on va pouvoir continuer à soutenir pendant un petit moment ce secteur-là. Vous savez, après 40-45, il y a eu le plan Marshall. Parce que c'est pas parce que la guerre était terminée que tout a été mieux du jour au lendemain. Non, tout était ravagé. Ici, heureusement, ça dure a priori moins longtemps et il n'y a pas bon, mais quand même, les dégâts sont là. Et donc, si on veut s'assurer qu'eux puissent se relancer, il ne faudrait pas qu'en plus de ça, ils soient directement, en plus des dettes qu'ils ont accumulées depuis 1 an, accablés de charges supplémentaires beaucoup trop lourdes. J'ai confiance en la région pour qu'elle puisse mener à bien cette réflexion-là en concertation avec le secteur qui, notamment ici, a voulu organiser ce type d'action. L'histoire nous a montré qu'on pouvait être optimiste. Ici, c'est vrai que la situation est gravissime à Bruxelles parce que vous avez plus de 50% du secteur qui risque de mettre la clé sous le paillasson dans quelques semaines, dans quelques mois, s'ils ne l'ont pas déjà fait. Donc voilà, il y a des gens qui devront réinjecter de l'argent propre ou trouver des moyens pour s'en sortir. Sinon, c'est 50% des commerces qui vont devoir fermer. Pas que des petits, des grands aussi. Malheureusement, même des grands groupes, des grandes chaînes sont dans des grandes difficultés financières. Le secteur, là, il est en train de prendre un sacré coup et il y aura une offre qui va être très réduite et beaucoup de gens vont être soit dégoûtés, écœurés par le secteur, soit complètement arrêtés. Il y a 16 sous-divisions au niveau de l'Horeca. Par exemple, les campings, les parcs d'attractions font partie de l'Horeca. Il y a les friteries, les food trucks. Donc l'Horeca est très large. Ce n'est pas que, comme son nom l'indique, hôtel, restaurant, café. C'est vraiment très large. Le monde de la nuit, le monde des discothèques, tout ça, ça fait partie de l'Horeca. Même si ça paraît encore très loin, aujourd'hui ça fait 1 an qu'on est à l'arrêt. On ne parle toujours pas de réouverture, ou très peu. Personne ne sait quand on va rouvrir. Il n'y a plus beaucoup d'acteurs nocturnes qui auront de l'argent pour même booker un artiste ou faire un fonds de caisse. Donc il va falloir avoir des fonds de garantie, des investissements publics pour relancer toute cette machine qui aujourd'hui est très mal en point financièrement. On nous trimballe de gauche à droite en ne voyant pas les vies humaines qu'il y a derrière. Si on veut être une métropole qui offre une qualité de vie à ses ressortissants, qui a une attractivité à l'étranger, ça doit être une agglomération qui peut offrir aussi un service de qualité après minuit, quoi. Tout ne doit pas s'arrêter à 22 h. On bouge dans la ville qui nous intéresse le plus. D'où l'importance d'une nuit hyperactive. Work hard, party hard, on dit souvent. Si tu n'as pas le party hard, il n'y a pas de work hard. Et pour ça, il faut soutenir des acteurs qui savent faire les choses correctement et qui, ceux qui sont respectés en Belgique et ailleurs, doivent pouvoir compter sur un soutien politique. C'est ça qu'on essaie de faire. Le monde de la nuit a été très responsable, a pris sa décision, a fermé, a attendu, pas de problème. Sauf que ça sous-entend des aides financières, parce que quand on demande à un secteur d'être solidaire de 11 millions de personnes, les 11 millions de personnes doivent être solidaires de ce secteur. Ça veut dire on ferme, ok, mais la société paye pour. Sinon, si on n'a pas les moyens de payer pour, on la laisse ouverte. Parce que je suis désolé, on ne peut pas imposer à des gens de crever. Personne n'est responsable de cette crise, le gouvernement n'est pas responsable du virus, mais il a décidé de nous fermer. Il faut qu'il assume lui-même, en tant que représentant du pays, dirigeant du pays, le fait que s'il décide de fermer, il doit en assumer toutes les conséquences. Ça me paraît normal. On est dans une démocratie, alors soit tu as les moyens de ta politique,
Et voilà, alors pas de problème. Mais si t'as pas les moyens de ta politique, il va falloir en trouver une autre. Jusqu'à présent, nous organisons des activités qui sont respectueuses, qui sont pacifiques, et il est probable qu'en ne faisant pas mine d'entendre ce que nous disons, eh bien nous devions changer de registre. Voilà. On a commencé à faire des affiches pour l'Oreca et puis on s'est dit mais pourquoi s'arrêter à l'Oreca en fait. Wake Up c'est bouger, interpeller, et c'est pas juste les gens de l'Oreca, c'est le citoyen. Donc on a ouvert sur le cinéma, sur la culture, sur les disques, sur la musique, et ça doit interpeller tout le monde. Le 13 mars c'est la sortie de ton documentaire, mais c'est peut-être ce jour-là où il faudrait tous sortir dans les rues. Donc Wake Up les politiques, quoi, bougez-vous le cul les gars, il faut nous donner des plans de sortie. Ça fait 1 an, vous nous endormez depuis 1 an, mais en fait on est toujours là et on ne va pas vous lâcher. Très forte demande. Les gens ont ras-le-bol de la situation en tant que telle, mais générale. Et je crois que effectivement le café, le resto, etc., c'est vraiment une demande très forte des gens. Il ne faut pas sous-estimer la nature humaine. Hein. Je crois que les gens vont avoir besoin de faire la fête, de boire, de sortir, de voir des gens, de se rencontrer, de revivre. Au moment où on va pouvoir être réautorisé à pouvoir ouvrir, j'espère qu'on comptera sur vous pour nous soutenir et vous venir en masse. Ne laissez pas mourir l'âme de Bruxelles. Pensez à la suite, vous serez bien contents de nous retrouver. On n'imagine même pas encore aujourd'hui l'impact sur la culture et l'impact moral et psychologique que ça va avoir. On ne se pose pas la question des suicides, des problèmes chez les enfants, chez les adolescents, d'une génération sacrifiée qui va faire beaucoup plus de dégâts que les 20 000 morts qu'on a connus jusqu'ici en Belgique. Hein. Alors, il y aura des repreneurs. On parle de quels repreneurs? Est-ce qu'il y en a? Pas sûr. On n'a aucune visibilité sur l'Oreca dans les prochains mois. La ville qu'on aime, les villes qu'on aime, la société dans laquelle on aime évoluer, nous, nos amis, nos enfants, va avoir vraiment une gueule différente quand tout ça sera derrière nous. C'est dantesque. C'est quelque chose d'inimaginable aujourd'hui de plus pouvoir profiter de ce que la Belgique a de mieux à offrir. Et il est grand temps que ça cesse, quoi.